Retracer les origines du Tai Chuan est compliqué. C'est s'aventurer sur un terrain glissant où s'affrontent théorie historique et mythologie populaire. Aussi, en l'absence de documents datés, attribuables à des personnes à la biographie connue, il est difficile de retracer l'évolution de l'art du Tai Chuan depuis ses origines. Cependant, il existe tout de même des textes fondateurs du Tai Chuan ou classiques du Tai Chuan qui nous permettent d'y voir plus clair. Il traite de trois thèmes: les postures et les formes, les techniques d'entraînement et de combat, la philosophie et les légendes. Selon les textes, l'emphase se situe plus ou moins sur l'un de ces trois aspects. Les origines de la terminologie du Tai Chuan. Si l'on se penche sur les noms des postures, le premier texte officiel les mentionnant est le classique de la boxe, un manuel écrit par un général chinois nommé Qi Jiguang, qui vécut entre 1528 et 1588 et dont la terminologie fut reprise dans l'art du village Chen, dans le Henan, au XVIIe siècle au plus tôt et au XVIIIe siècle au plus tard. Bien entendu, ce texte ne fait aucune mention du terme Tai Chuan, qui n'apparaîtra que bien plus tard. On considère que le fondateur de ce qui allait devenir le Tai Chuan se nommait Cheng Shangxing, 1778-1853, qui aurait transmis son art à Yang Luchan, 1799-1872, lors du séjour de ce dernier au village Chen. Le premier écrit traitant spécifiquement de Tai Chuan n'apparaît qu'au XIXe siècle sous la plume de Wu Yuxiang, un élève de Yang Luchan, qui aurait remis au goût du jour des manuels retrouvés dans un magasin de sel. Ici, la référence au village Chen brille par son absence, ce qui a pour conséquence d'alimenter une querelle de clochers entre ceux qui font du village Chen le berceau du Tai Chuan et ceux qui réfutent cette théorie. Les techniques de combat. On entend souvent que le Tai Chuan est un style doux par opposition au style dur. On décrit aussi souvent le Tai Chuan comme un style interne qui s'opposerait au style externe. Si l'on s'en tient à cette dichotomie, on retrouve au cours de l'histoire plusieurs textes mentionnant le doux capable de vaincre le dur, l'immobilité capable de vaincre le mouvement. On en retrouve au XVIIe siècle qui a pour titre La forme de l'école interne. Bien entendu, les formes décrites n'ont pas grand-chose à voir avec le Tai Chuan. On en trouve un second et un troisième au XVIIIe siècle. Là encore, dans ce dernier, les mouvements décrits n'ont rien à voir avec le Tai Chuan tel qu'on le connaît, mais certains principes clés font leur apparition. S'entraîner lentement, coller à l'adversaire, faire circuler le chi. On y trouve également des copier-coller des textes précédents. Ce texte pourrait être une sorte de chaînon manquant entre le classique de la boxe et les classiques du Tai Chuan. La mythologie. Nous pouvons tout de suite mettre de côté l'histoire mythologique qui attribue la paternité du Tai Chuan au vieux sage Zhang Sanfeng, un ermite qui aurait vécu au mont Wudang. En effet, il n'existe aucune preuve attestant de la véracité de cette théorie, ni même de l'existence du personnage. Cependant, il est de coutume, dans les arts martiaux chinois, d'associer l'origine d'un style à une figure tutélaire héroïque. Si cette histoire est intéressante de par le message qu'elle contient, elle n'en demeure pas moins historiquement fantaisiste. On peut voir dans cette habitude une volonté de rendre une lignée plus prestigieuse ou l'exhortation d'un patriotisme. Un peu comme si en France on pratiquait l'escrime de Jeanne d'Arc ou en Angleterre le tir à l'arc de Robin des Bois. Les classiques du Tai Chuan. Les classiques du Tai Chuan sont un recueil de textes. Ils furent rédigés par les grands frères de Wu Yuxiang, Cheng Xing et Zhu Qing, ainsi que par son neveu Li Yiyu et le fils de Yang Luchan, Banru. Ces textes furent portés à l'attention du public dans les années 30. La naissance du Tai Chuan, le contexte historique. Si l'on veut comprendre les origines du Tai Chuan, il est important de comprendre dans quel contexte celui-ci s'est développé et qui étaient ces Wu, ces Li et ces Yang qui ont donné leur nom aux grandes familles de Tai Chuan. Et le moins que l'on puisse dire est que le contexte historique dans lequel le Taiji est né ne laisse pas présager d'un art de douceur et de santé. Tout d'abord, insistons bien sur le fait que le Tai Chuan est une création relativement récente, même si l'on a vu qu'il puise dans un fond commun assez ancien.
En effet, les frères Wu étaient les contemporains d'Einstein, Freud ou Darwin. Ils connaissaient le télégraphe, le train à vapeur et les fusils. Ce fut une période de bouleversement profond pour la Chine. La plupart des gens étudient le Tai Chuan en commençant par les formes ou les applications, mais il est rare que le Tai Chuan soit abordé sous l'angle historique. Or, c'est à mon sens ce qui en fait en grande partie l'intérêt. Le Tai Chuan ne s'est pas construit à la marge des événements qui traversaient la Chine, mais en réaction à ceux-ci. Tout d'abord, la Chine s'est vue imposer par les puissances occidentales des traités particulièrement humiliants suite à sa défaite l'opposant à l'Angleterre dans les guerres d'opium. Les Russes, les Français, les Japonais, tous se jetèrent sur la Chine pour l'amputer de son territoire. La guerre coûtant cher, le service public chinois fut mis à mal et le peuple dut subir sécheresse et famine du fait de la dégradation des infrastructures permettant en temps normal de faire face aux caprices de la nature. Ainsi, les fondateurs du Taiji furent les témoins d'une époque troublée durant laquelle la Chine fut quasiment réduite au statut de colonie. L'influence des sectes. Si vous avez regardé la série des Il était une fois en Chine, vous vous souvenez peut-être de la scène où des membres d'une secte ont à leur tête un gourou invincible que même les lames aiguisées d'une épée ou les balles de pistolet ne peuvent blesser. Eh bien, il y a eu effectivement en Chine de nombreux mouvements sectaires. Secte du lotus blanc, la société du bâton et du fouet, la secte des 8 trigrammes, secte du bambou céleste, qui formaient des poches de résistance au pouvoir et organisaient des révoltes, la plus connue étant celle des boxeurs de 1898 à 1900. Au sein de ces sectes, on trouvait un mélange entre arts martiaux, rébellion politique et magie. On voit alors apparaître un lien avec le Tai Chuan, dont les fondateurs vivaient à la vicinité de ces sectes et qui auraient pu en reprendre certains aspects. D'ailleurs, un universitaire affirme que les classiques du Tai Chuan ne seraient qu'un emprunt aux enseignements de la secte des 8 trigrammes. D'ailleurs, la région d'origine des fondateurs du Tai Chuan se trouve au cœur du berceau des arts martiaux chinois. Cette zone, que l'on trouve autour de Beijing, était en retard en termes d'infrastructures, de transport, de commerce. On y pratiquait l'infanticide des filles, ce qui créait un important déséquilibre homme-femme. Tous ces hommes devenaient des candidats idéaux pour toutes sortes d'activités criminelles, vol, kidnapping, contrebande, etc. Pour se protéger de ces hommes, les villages s'organisaient en milices, des guetteurs surveillaient les récoltes, les villages étaient fortifiés, etc. Ainsi, qu'il s'agisse des bandits ou de ceux qui leur résistaient, l'esprit martial des plaines du nord de la Chine faisait intégralement partie de la culture locale. Que les fondateurs du Tai Chuan soient tous originaires de cette région ne saurait être le fruit du hasard. Les frères Wu, des membres de l'élite. La société chinoise de l'époque était extrêmement rigide dans sa structure, fidèle au canon confucéen, selon lequel la société doit être divisée entre ceux qui gouvernent et travaillent avec leur esprit et ceux qui sont gouvernés et travaillent avec leurs mains. Ainsi, une des façons de s'assurer un bon statut social consistait à intégrer l'administration. Il fallait pour cela réussir un examen très difficile, le Xinshi. Les deux grands frères Wu avaient tous deux réussi cet examen à 38 et 52 ans, rien d'anormal à cette situation étant donné la difficulté de l'examen. Un événement qui les place clairement parmi les élites de la région. En temps normal, l'aristocratie s'adonnait à des activités qui visaient à les distinguer des masses. On considérait comme nobles et visant un accomplissement de soi la poésie, la musique, la calligraphie, la collection d'objets d'art, d'antiquités ou de livres. Certains se tournaient vers la médecine, les mathématiques ou l'astronomie. Le fait que les Wu se soient intéressés aux arts martiaux constitue une mystérieuse singularité. Les courants intellectuels. Nous commençons à voir les différentes pièces du puzzle s'assembler et à mieux comprendre les racines du Tai Chuan. Il nous reste finalement une dernière pièce, et non des moindres, puisqu'il s'agit de comprendre pourquoi des intellectuels se sont intéressés à des pratiques martiales, allant jusqu'à en écrire les textes fondateurs, alors que, comme nous l'avons vu, les arts martiaux n'étaient pas considérés comme nobles par l'aristocratie de l'époque.
Yang Luchan lui-même était un homme du peuple et il était analphabète. Comme nous l'avons vu, la Chine de l'époque avait été bien malmenée par des puissances étrangères. Il en résulta une humiliation et une quête de sens. Certains en tirèrent des leçons et admirent la supériorité militaire des puissances occidentales. Seulement l'esprit chinois étant profondément patriotique, il leur était impossible d'admettre la supériorité de l'Occident sur le plan spirituel ou culturel. Ainsi, les frères Wu s'inscrivaient tout à fait dans les courants en vogue à leur époque, qui envisageaient des réformes s'inspirant des modèles occidentaux sur les plans administratifs et militaires, mais combattaient le catholicisme et toute spiritualité étrangère. Vers la fin des années 1850, les frères Wu s'étaient retirés de la sphère publique pour se plonger totalement dans tous les aspects de cette renaissance de la Chine à l'échelle locale. Se tourner vers une sagesse du passé, se connecter aux racines de la culture chinoise, leur a probablement semblé un acte à la fois militant et salutaire. Les défis de leur époque n'étaient pas si différents de ceux qu'avait relevé la Chine lors de l'invasion mandchoue, et la sagesse ancestrale de la Chine devait pouvoir les guider et leur indiquer la marche à suivre face aux événements. Finalement, le concept fondamental du Taiji Chuan, du doux qui vainc le dur, du physiquement faible qui bat le physiquement fort, pourrait être compris au sens métaphorique de la Chine réussissant à vaincre l'Occident, non sur le plan militaire, mais sur le plan culturel. Les références aux personnages légendaires peuvent aussi être vues comme un moyen de rendre l'art plus ancré dans un contexte historique ancien, alors qu'il s'agit en fait d'un assemblage assez récent d'éléments divers puisés dans le patrimoine culturel chinois. Et finalement, si l'on y réfléchit bien, les frères Wu n'avaient-ils pas raison? Au centre du Taiji Chuan, il y a le concept d'attirer dans la vacuité, d'unir les énergies pour les renvoyer à l'adversaire. Or, qu'a fait la Chine si ce n'est assimiler les coutumes et technologies de l'Occident pour rivaliser avec lui et même le supplanter? La Chine a absorbé ceux qui ont tenté de l'envahir. Il suffit de voir la puissance actuelle de la Chine. Quant au Taiji Chuan, il s'est exporté dans le monde entier et constitue un fabuleux ambassadeur de la culture chinoise. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Pour en apprendre plus sur le contexte historique et sur les textes classiques du Taiji Chuan, je vous conseille le livre Lost Tai Chi Classics from the Late Qing Dynasty par Douglas Weil, qui est le livre que j'ai utilisé pour faire cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.